Je suis Audrey Corcos, journaliste. Bienvenue à ce débat d'experts intitulé Infrastructure et Private Equity Immobilier. Quelles sont les complémentarités de ces actifs non cotés? Infrastructure et Private Equity Immobilier sont de plus en plus accessibles aux investisseurs privés. La démocratisation, ces types d'investissements qui étaient auparavant l'apanage des institutionnels, est en effet en marche grâce aux initiatives des acteurs du marché et du fait également des évolutions réglementaires, notamment la loi Industrie verte promulguée en octobre 2023. Nous allons revenir avec nos trois intervenants sur les caractéristiques de ces investissements, également sur les points de vigilance et sur les développements qui restent à opérer pour ces produits. Avec nous pour ce débat d'experts, Nicolas Morisseau, Investor Relations Directeur chez Infranity. Bonjour Nicolas. Bonjour. Bonjour. Nadine Takchi, cofondateur et CEO de Penstone. Bonjour, merci. Et enfin, Hussein Sevinck, directeur des partenariats Eiffel Investment Group. Bonjour Hussein. Je vous propose dans un premier temps, chacun, de présenter un petit peu votre expertise spécifique et également la façon dont vous adaptez cette expertise à la clientèle privée. On commence avec vous, Hussein. Oui, bonjour à toutes et à tous, donc ravi d'être avec vous. Donc, au sein d'Eiffel, donc nous avons une société de gestion avec 6,5 milliards en cours sous gestion et d'engagement. On lève à peu près 1 milliard d'euros par an auprès d'investisseurs institutionnels et aussi des clients privés pour lesquels on a des fonds sur des formats qui sont adaptés. Je pense qu'on reviendra un peu là-dessus. Les quelques expertises en fait, que nous avons qui sont très spécialisées, c'est l'infrastructure non cotée sur les énergies renouvelables. Donc on a pour ça un fonds, le FCPR en unité de compte, et fait l'infrastructure verte, qui est accessible dans pas mal de contrats d'assurance vie, qui est la face émergée pour les clients privés et qui est accessible. Après on a des fonds de dette privée corporate pour les entreprises pour les financer, de private equity pour financer les entreprises en fonds propres, quasi-fonds propres, et une stratégie liquide sur les fonds obligataires datés, Eiffel rendement 2028, qui est sur les obligations cotées, et une stratégie sur la partie small et mid cap en OPCVM. Donc ce sont un peu ces thèmes que nous souhaitons en fait rendre accessibles aux clients privés avec des fonds et des formats adaptés, parce que c'est vrai que le fonctionnement des fonds avec appel de fonds ou d'autres sujets, notamment les rétrocessions à organiser, nécessite de créer des véhicules plus spécifiques pour les clients privés. Donc c'est de cette manière-là qu'on aborde un peu le marché, d'abord sous l'angle institutionnel en levée de fonds, puis sur des thématiques spécialisées, l'infrastructure verte ou d'autres sujets qui arriveront prochainement. Donc sur les infrastructures vertes, vous n'intervenez pas sur la phase de développement, mais plutôt sur la phase de construction et de mise en service des projets. Oui, exactement. En fait, là, je vais faire tout de suite la similitude avec l'immobilier. C'est qu'un projet d'infrastructure a 3 phases pour émerger. Donc on parle de solaire, éolien, bande en château, véhicule électrique ou autre. C'est un peu comme la promotion immobilière au final. C'est qu'au départ, on a des porteurs de projets qui sont justement des développeurs de projets en France et en Europe. Et il y a la phase de développement qui est finalement qui a une certaine prise de risque, qui nécessite des fonds propres qui sont souvent apportés par les développeurs. Donc là, c'est la phase de j'obtiens mon permis, les autorisations. Donc c'est un risque binaire, je l'ai ou je ne l'ai pas. Donc il y a un risque quand même associé à cette phase-là. Ensuite, il y a la phase intermédiaire de construction. Une fois que tout est prêt, c'est à partir de ce moment-là où on intervient. Donc c'est construction et mise en service des projets d'infrastructure. Et là, les financements peuvent se faire en obligataire, en dette privée, notamment ce qu'on appelle la dette bridge, donc le financement en relais. Et là, on intervient dans cette phase-là sur des maturités en moyenne de 2 ans et demi, ce qui est assez court finalement dans les portefeuilles FCPR notamment. Et ensuite, la troisième phase, c'est l'exploitation. Donc dans l'immobilier, on touche des loyers. Pour les projets d'énergie renouvelable, en fait, là, c'est la revente de l'électricité qui est produite notamment, qui génère en fait des revenus qui sont relativement stables. Donc il y a quand même quelques similitudes pour se raccrocher par rapport au titre entre l'actif réel infrastructure, l'actif réel immobilier. Alors justement, vous évoquez les similitudes avec l'immobilier. Nadine, votre plateforme Openstone intervient sur le private equity immobilier. Tout à fait, merci. Alors, Openstone est quand même moins connu que les sociétés de nos deux camarades.
On est une plateforme récemment lancée qui est dédiée aux conseillers en gestion de patrimoine et aux family office et qui va donner accès aux plus grands fonds internationaux de private equity immobilier qui sont généralement réservés à des investisseurs institutionnels ou à des grandes fortunes. Donc on a noué des partenariats avec les plus grands gérants mondiaux tels que BlackRock, EQT, Carlyle, Ares, dont les minimums d'investissement sont habituellement de 10 ou 20 millions de dollars. Donc la manière dont on fait, donc l'objectif était de créer de l'accessibilité sur ce marché-là, un marché du private equity immobilier qui est encore peu connu. On est les seuls acteurs sur la place aujourd'hui, on a des acteurs dans le private equity, on a des acteurs dans l'immobilier évidemment, mais justement on a souhaité nous adresser à ce marché-là dans une optique de combiner un peu ces deux accès. Donc on donne accès aux fonds immobiliers européens de ces grands gérants qui ont généralement des track records en moyenne autour de 20%, des performances estimées sur les fonds actuels entre 10 et 15% net pour les investisseurs finaux, un niveau de risque maîtrisé, on est en SRI 4. Évidemment, tous les fonds sont niveau 8 SFDR, donc respectent tout un tas de critères en lien avec l'ESG. Et enfin, on est sur des stratégies moyen-long terme, on est plutôt sur 10 ans, donc ça reste un peu moins que l'infrastructure, mais il faut quand même se positionner là-dessus. Et donc nous, ce qu'on fait, on donne accès à nos partenaires à deux typologies d'investissement. Donc soit investir directement dans des feeders en sélectionnant là ou les stratégies, on pourra y revenir éventuellement pour faire le lien aussi avec l'infrastructure, à partir de 10 000 euros, au lieu des 10 millions ou des 20 millions qui sont normalement exigés. Et puis aussi via notre fonds de fonds, un fonds de fonds evergreen, avec une liquidité sans décote à partir de la 5e année, donc ce qui est assez unique dans le marché de l'immobilier et qu'on a voulu mettre en place, même si dans l'absolu, il faut quand même se positionner sur un horizon de long terme. Avec une approche plutôt européenne sur les marchés immobiliers européens. Oui, les marchés immobiliers européens pour deux raisons. La première, c'est une raison réglementaire. C'est beaucoup plus simple aujourd'hui d'investir sur le marché européen que sur le marché américain. Et puis aussi et surtout, c'est parce qu'il y a aussi une problématique de pricing aujourd'hui en Europe. Il y a un rattrapage qui est en train de se faire. Et le fait d'investir aujourd'hui sur des fonds lancés en 2024 ou en 2025, ça regorge énormément d'opportunités sur les mois à venir sur ce marché de l'immobilier. Ouais, on va y revenir. On va y revenir. Ouais. Nicolas Inframiti, donc joint venture du groupe Generali qui détient 51%. Exactement. Donc Inframiti, société de gestion spécialisée dans les investissements en infrastructure, assez proche de l'univers d'Eiffel. Je pense qu'à différence d'Eiffel, on a un scope d'investissement qui est plus large. On adresse, on va dire, la transition au sens large, la transition énergétique et la transition digitale. Quelques chiffres sur Inframiti, société lancée en 2018 avec le soutien de notre actionnaire principal, le groupe Generali. Aujourd'hui, c'est plus de 11 milliards d'euros d'actifs sous gestion, c'est 65 personnes, c'est 2 bureaux Paris à Londres. C'est un track record qui est très bien établi dans nos investissements, tant en dette, qui est une grande majorité de nos investissements, c'est-à-dire le financement en dette privée d'infrastructures, et un track record aussi en equity où on est spécialisé dans le segment du Core Plus. On est vraiment inscrit dans les investissements en infrastructure. On revient sur la définition, je vais dire, un peu centrale d'une infrastructure, un actif qui délivre des services, on va dire, essentiels à une société, à une économie, que ce soit dans les domaines de l'énergie, de la mobilité, du digital, de plus en plus présent dans notre quotidien. Et donc derrière ça, on va chercher des investissements qui vont présenter une très bonne résilience parce qu'ils seront backés par des cash flows, par des revenus qui sont plutôt stables et prédictibles. Sur la particularité avec la dimension digitale, c'est l'aspect social sur certains projets. Alors, en fait, on donne du sens à tous les investissements qu'on fait, donc le social en fait partie. Dans la dimension digitale, parce qu'on va backer des projets de développement d'Internet à haut débit et s'assurer que le haut débit arrivera dans des régions qui ne sont pas servies, mal servies, qu'il y a véritablement un nouveau service très important qui est offert. Donc pas uniquement récupérer des lignes qui sont dans des zones déjà très bien desservies. Mais c'est vraiment ancré derrière tous les investissements qu'on réalise, c'est aller chercher cet impact qui soit social, qui soit environnemental,
Et c'est, je pense, des points très importants sur lesquels les investisseurs nous ont suivis, c'est retrouver le concret des actifs réels derrière tous nos investissements. Et plutôt un positionnement sur la France et l'Allemagne, c'est ça? Alors, une grande partie de notre deal flow était réalisée en France et en Allemagne, mais après, on est présent partout en Europe. On offre une très bonne diversification pays, une très bonne diversification sectorielle dans les fonds qu'on offre à nos investisseurs. Et donc sur la partie par exemple du marché un peu plus retail, sur l'assurance vie, on a lancé en 2020, on est un des pionniers, un fonds qui s'appelle GF Infrastructure Durable, sur lequel on a levé plus de 800 millions d'euros grâce au très beau réseau de distribution du groupe Generali. Et derrière, on a réussi à construire un portefeuille vraiment très bien diversifié avec 26 actifs en portefeuille, une allocation très bien répartie, 55-45 entre l'equity et la dette, et qui délivre une performance nette de tout frais très attractive de l'ordre d'environ 6%. D'accord, mais justement, pour continuer avec vous, Nicolas, sur les caractéristiques des produits pour les investisseurs privés. Donc, un horizon qui n'est pas forcément long, ça peut être du 18 mois, ça peut être assez court, c'est ça ? Pas forcément pour moi. Non, le plus court qui soit en fait, c'est quelle durée alors? Le plus court pour nous, d'ailleurs on aligne nos fonds pour le marché assurance vie avec les investissements que nous mettons en place pour les institutions. C'est la même qualité d'investissement. Ouais. Donc sur les fonds institutionnels, on a des fonds dont les durées de vie légales sont de l'ordre de 10 ans. Donc voilà, le gros de nos investissements sera sur des maturités, dette, equity de l'ordre de 6 à 8 ans une fois qu'on a passé la période d'investissement de ces fonds. D'accord, et l'intérêt c'est donc une performance, vous avez cité tout à l'heure 6%, une performance attractive, et l'intérêt c'est une faible volatilité, une certaine continuité dans la performance, c'est l'intérêt des infrastructures. Oui, on va dire c'est vraiment dû aux caractéristiques intrinsèques des projets dans lesquels nous investissons. Cette stabilité, prédictibilité des cash flows fait que quelque part on retrouvera une plus faible volatilité relative au marché public et une décorrélation de la performance de ces fonds à un environnement économique et à un environnement de volatilité des marchés publics. D'accord. Pour continuer avec les infrastructures, Hussein, quels sont les avantages pour un investisseur privé d'investir dans ce type de placement? C'est vrai que je vais commencer en fait par parler un peu d'infrastructures. C'est vrai que les infrastructures, on connaît assez peu les institutionnels pour leurs actifs, donc les compagnies d'assurance, les mutuelles ou autres connaissent assez bien, parce que c'est plutôt des revenus stables, c'est très long, c'est des rendements relativement mesurés, et surtout lorsqu'on est sur de la dette. Les infrastructures, c'est les ponts, les aéroports, les infrastructures sociales comme les hôpitaux et autres, les énergies renouvelables ou d'autres domaines de la transition, mais c'est vrai que c'est assez nouveau pour le client privé. On a souvent aussi, ça j'ai pas peur de le dire, on parle souvent de démocratisation du private equity ces derniers temps. Déjà le private equity c'est démocratisé depuis plus de 20 ans. Mais ça commence à émerger parce qu'il y a un contexte de marché qui est important. Aujourd'hui, les infrastructures, c'est un peu plus proche finalement d'actifs réels, plutôt avec des revenus stables. C'est pas du private equity, c'est pas de l'equity pour financer des PME ou des ETI. C'est une autre classe d'actifs. Moi, je parle plutôt d'actifs privés, où on retrouve notamment l'immobilier, c'est du non-coté notamment. On retrouve le private equity pour financer en fonds propres, quasi-fonds propres, les entreprises, la dette privée d'entreprise, en obligataire pour les entreprises, notamment PME, ETI, et puis la classe d'actifs, qui est la quatrième, l'infrastructure. Les intérêts en quelques points clés, c'est d'avoir accès en fait à quelque chose de réel. On peut présenter vraiment des projets, surtout lorsqu'on est sur des formats de fonds de 99 ans, donc des formats perpétuels ou evergreen, comme on le veut. Donc avoir en fait accès à ce type d'investissement, soit on est parti pour une durée très longue, comme notamment l'infrastructure core, qui génère des revenus stables mais plutôt réduits, ou bien on peut aller sur des stratégies aussi un peu plus spécialisées, comme on le fait notamment sur la partie dette bridge, financement en relais sur des maturités assez courtes, de 2 ans et demi en moyenne. On recherche plutôt 6% net sur les fonds à ce stade-là. Donc l'intérêt, c'est d'avoir vraiment accès à cette classe d'actifs qui est peu représentée
à la fois chez les institutionnels, mais aussi pour les particuliers, qui a de l'intérêt au-delà de l'equity en nos côtés, qu'on retrouve beaucoup de fonds là-dessus. Très bons fonds, j'ai des infrastructures durables, il y en a d'autres aussi sur le marché. Et donc on est assez complémentaires par rapport à la stratégie, maturité, recherche de rendement, et c'est bien d'avoir le choix en fait sur cette partie infrastructure, c'est du tangible. Donc, et puis c'est vrai que lorsqu'il y a une dimension assez orientée vers la transition énergétique, on peut sur ces thématiques notamment d'infrastructures renouvelables aller sur quelque chose qui a du sens avec le label Greenfield, l'article 9, donc on peut mesurer vraiment l'impact positif qu'on peut avoir. C'est pas parfait, on va pas sauver le monde avec des énergies renouvelables, mais en tout cas, on va à long terme contribuer à la démocratisation, enfin à la décarbonation du mix énergétique et améliorer le mix énergétique en France et en Europe. Donc il y a pas mal d'avantages en fait pour les investisseurs à manier avec précaution parce que c'est nouveau. Il y a du track chez les institutionnels, pour les clients privés un peu moins, quelques années. Mais ça commence à émerger de plus en plus et ça se rapproche un peu aussi de l'immobilier par rapport à leurs grandes métriques, ça n'a rien à voir, mais en tout cas ça se rapproche dans les grandes métriques pour les clients privés de ce qu'ils voient autour de l'immobilier. Il y a un aspect aussi d'ailleurs, la dimension extra-financière dans un environnement où justement les investisseurs sont en quête davantage de sens, qu'on retrouve Nadim avec l'immobilier finalement, cette dimension sociale du logement. Oui, de toute façon, évidemment. Donc, tous les acteurs avec lesquels on travaille ont des obligations en termes de ESG et ont des équipes de plusieurs dizaines de personnes qui ne sont dédiées qu'à ça. Et c'est pour ça que tous les fonds sélectionnés sur la plateforme Openstone sont article 8 SFDR. Et aujourd'hui, toutes les équipes, en fait, que ce soit d'EQT d'ailleurs, on avait des discussions justement là-dessus, elles nous expliquent en fait tout le travail qui est mis là-dedans, que ce soit sur le résidentiel ou aussi sur la transformation de certains espaces pour justement leur donner un nouveau sens, et que ce soit au niveau social, avec toute l'amplitude écologique qui est prise en compte systématiquement. Et en parlant du fonds infrastructure d'EQT, on aime beaucoup ce fonds aussi. Aujourd'hui, on ne le présente pas sur la plateforme, mais ça fait partie en fait, voilà, de ce qui se fait de mieux sur ce marché-là, toujours sur des durées relativement longues. Mais quand on regarde dans le marché de l'immobilier que l'investissement moyen, la durée d'investissement moyenne dans des SCPI, c'est 20 ans, et qu'on a la possibilité d'avoir accès à du private equity immobilier à partir de 10 000 euros, le private equity immobilier réservé aux institutionnels, justement, on voit justement que sur 10 ans, on est quand même assez accessible et il y a un réel engouement et il faut quand même s'inscrire sur des durées longues, sur des durées relativement longues pour essayer de réduire le risque au maximum et bénéficier de la plus-value à terme. C'est justement l'aspect de ces fonds evergreen qui ont une vision très très longue aussi. Oui, alors donc j'en ai parlé en préambule. Et il y a deux manières d'investir chez nous. Soit on investit dans les feeders, donc on va aller choisir des stratégies très spécifiques, donc sur un fonds, un gérant, et aller y investir à partir de 10 000 euros. Ou alors, on a également lancé notre fonds de fonds, donc Openstone Prime, qui va diversifier automatiquement sur l'ensemble de ces acteurs. L'objectif de lancer un fonds evergreen, c'est justement de créer en fait cet intérêt auprès d'une classe, on va dire un peu plus retail, qui va avoir accès à ce fonds-là aujourd'hui à partir de 100 000 euros. Et où on va avoir une réelle diversification, que ce soit en termes de stratégie d'investissement, puisqu'on a d'un côté des stratégies core plus, value add et des stratégies opportunistes à venir. On a une diversification au niveau géographique très importante à prendre en compte, principalement sur le marché européen, mais dans les pays nordiques, Royaume-Uni, France, Allemagne, Espagne, Pays-Bas, donc des marchés très liquides. On a une diversification aussi en termes de typologie d'acquisition, donc on a des géants comme Ares qui, sur un portefeuille, sur un fonds de 2 milliards, font une dizaine d'acquisitions. Donc qui ont l'habitude d'aller acquérir des biens à plusieurs centaines de millions, comme leur dernière acquisition là en date sur ce fonds-là, qui était de 500 millions d'euros, des hôtels à Londres et autour, où il y a aussi tout un effort qui est fait aussi pour les retravailler au niveau écologique et au niveau social. C'est sur diverses classes d'actifs. Toujours diverses classes d'actifs, justement. Donc, et donc, voilà, Ares qui va sur des investissements très importants. Et de l'autre côté du spectre, on a un Carlyle qui va être beaucoup plus granulaire avec des investissements à 5, 10, 15, 20 millions d'euros. Et enfin, évidemment, on a une réelle diversification en termes de
classe d'actifs immobiliers avec un fonds comme EQT dans l'immobilier qui est spécialisé dans la logistique. Donc c'est des experts de la logistique qui font ça depuis 30 ans, EQT Exeter. Et derrière, d'autres fonds diversifiés sur la logistique évidemment, mais également sur du résidentiel, de l'hôtellerie, du data center, de sorte à ce qu'on ait vraiment un mix qui soit le plus sécurisé pour les investisseurs. On va continuer avec vous, Nadine, sur les points de vigilance, parce qu'il y a l'idée quand même que le private equity est plus risqué. Tout à l'heure, justement, vous avez mentionné le terme de risque limité. Qu'est-ce que vous verriez justement pour vraiment les points importants, les points clés pour l'investisseur, pour limiter au maximum le risque, tout en ayant un rendement attractif, bien entendu? Alors, deux choses. Donc il y a le private equity et le private equity immobilier. Donc il faut bien faire la distinction parce que ce n'est pas du tout la même chose. Private equity immobilier, on va se rapprocher beaucoup plus de ce qui se fait dans l'infrastructure, actifs réels, avec un niveau de risque. Alors, évidemment, il y a immobilier, il y a les emplacements, donc il faut prendre tout cela en compte, mais avec un niveau de risque qui est généralement plus faible que dans le private equity. Dans l'absolu, il faut toujours aller dans une optique de diversification d'un portefeuille, aller dans un maximum de 20-30% en fonction des profils des clients, les faire investir sur du private equity ou private equity immobilier. Tout en tenant compte de la durée d'investissement, de la durée de blocage. L'intérêt aussi pour nous de mettre en place un fonds, donc c'est un fonds qui est unique aujourd'hui, Evergreen, sur lequel on va pouvoir investir de manière continue dans différents gérants, sur différents millésimes au fur et à mesure. Mais en fait, on va avoir plusieurs points d'entrée sur le marché de l'immobilier. On a eu 2 ans de crise marché immobilier. Aujourd'hui, on est sur un point d'inflexion relativement bas, avec une reprise en fait de ce marché-là. La crise, a priori, est derrière nous. Les taux sont en train de baisser. Donc, on voit en fait des choses plutôt positives sur les 2 ans, les 3 ans à venir. Et donc, en fait, on a une fenêtre de tir qui est unique depuis 2008, qu'on n'a plus connue depuis 2008, où justement des acteurs comme ces grands gérants vont pouvoir profiter des opportunités que le marché propose, avec des vendeurs en détresse financière qui ont besoin de vendre leurs meilleurs actifs. Cela étant dit, cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas quand même obtenir différents points d'accès sur le marché de l'immobilier avec différents gérants, puisque si jamais il y a un des gérants qui peut se planter, ça peut arriver sur un des fonds, ça n'est pas encore arrivé aujourd'hui, parce qu'ils ont justement cette obligation de résultat et de performance vis-à-vis de leurs investisseurs institutionnels avec lesquels on investit. Mais si jamais un de ces gérants arrivait à se planter, on a en fait cette diversification avec une réelle expertise aussi en interne pour aller les récupérer, que ce soit au sein de l'équipe. On a été rejoint récemment par Patrick Jeanvrin en tant que Chief Investment Officer, qui était précédemment patron de la banque UBS Asset Management et Real Estate, donc il vient aussi apporter toute son expertise là-dessus, et sans parler derrière de l'expertise des gérants eux-mêmes. Donc tout ça est très important à prendre en compte, systématiquement regarder ce qu'il y a derrière, et l'objectif c'est vraiment, comme le marché est en train de se faire depuis 20-30 ans sur le private equity, est en train de s'accélérer aujourd'hui, pouvoir le faire aussi sur l'immobilier et l'infrastructure. Ok, Hussein, sur le track record justement de l'équipe de gestion, c'est un point clé de vigilance? Oui, c'est un des points clés, effectivement. Il y a forcément la solidité de la société de gestion, le track record et surtout le process de gestion aussi, où ce sont des éléments, les niveaux de frais, des véhicules. Il y a beaucoup de fonds qui se lancent dans nos côtés en ce moment. Donc, ce qui est important d'être vigilant, c'est que tous les fonds ne s'adressent pas à tous les clients. Donc, il y a une segmentation assez au niveau des clients à opérer. Il y a un peu 3 grands segments, c'est que les gérants, les clients plutôt fortunés chez l'entreprise ou des grandes familles font ça depuis très longtemps. On va dire de mon côté, sens général, soit ils sont investis en direct dans des entreprises, des projets, soit via des fonds sur lesquels ils investissent plusieurs millions d'euros. Donc ça, c'est une catégorie de clients qui est déjà servie depuis de longue date. À l'inverse, on a les fonds Evergreen, donc plutôt dans le cadre des assurances vie, contrats de capi, épargne retraite, éventuellement au Luxembourg, où on peut retrouver en fait des fonds Evergreen de 99 ans, qui est un peu plus adapté aux clients patrimoniaux. Ensuite, chacun met la dose de equity ou de dette, comme c'est chez nous, c'est 100% obligataire d'un côté. En fonction du niveau de risque du client, donc c'est pas forcément pour l'ensemble des clients, mais c'est un peu plus large en termes de cible des clients. Puis au milieu, effectivement, il y a des fonds qui sont accessibles plutôt à partir de 100 000 euros, où là il faut bien choisir, parce qu'il y a beaucoup de fonds en fait sur le marché aujourd'hui,
Donc il y a une certaine vigilance aussi à faire dans la sélection des fonds et des opportunités en fonction de quel type de client que chaque distributeur a. Donc c'est important. Après, les niveaux de patrimoine à avoir, vraiment ça dépend de chaque client, ça c'est à vous de déterminer. C'est vrai que les 20-30%, on est plutôt sur les clients plutôt fortunés qui ont du temps, qui n'ont pas besoin d'argent et qui acceptent de prendre un certain niveau de risque sur 10 ans. Sur les infrastructures, il y a aussi un point important, c'est le niveau de maturité de la technologie pour les investisseurs privés. Comme le risque doit être le plus limité possible, ça c'est un point qui doit être vraiment vérifié. Oui, c'est vrai que sur notre segment, en fait, sur les infrastructures d'énergie verte, donc il y a le solaire, l'éolien, ça ce sont des sujets qui ont déjà une certaine maturité en termes de technologie, donc des chaînes, il y a encore plein de choses à améliorer, dans le recyclage, des choses comme ça, qui évoluent dans le bon sens. Mais il y a des nouvelles technologies, la méthanisation, biométhanisation, le gaz, un ensemble d'univers qui va encore évoluer dans le temps, et des technologies qui sont un peu moins matures. Donc il y a aussi un risque qu'il peut y avoir là-dessus. Nous, on a fait le choix pour les clients en unité de compte sur les CPR, qui sont très facilement accessibles auprès de 6 assureurs, avec une VL hebdomadaire, de réserver des investissements sur les technologies les plus matures, principalement du solaire, un peu d'éolien. Borne de recharge pour véhicules électriques, on a fait avec Electra, on a financé des projets par l'entreprise. Et donc on est entre 20 et 100 millions d'euros, plutôt sur des technologies, on va dire, qui sont les plus avancées, où il y a un peu moins de risques technologiques de départ, bien entendu. Pour les institutionnels pour lesquels on lève des fonds, là le prochain c'est 1 milliard d'euros qui est en cours de levée. Là on peut aller sur des technologies un peu moins matures en tout cas, puisque c'est vrai que les institutionnels appréhendent différemment le niveau de risque et le portefeuille. Donc ils rentrent un peu plus dans le détail forcément, parce que le client en particulier a moins le temps de le faire. Et mon expertise. Oui, tout à fait. Et Nicolas, cette stabilisation de la réglementation, c'est vrai que c'est un point essentiel à examiner. Oui, c'est un grand point de vigilance pour nous quand on investit, merci. Ça fait partie d'une longue série de risques qu'on étudie en détail, en profondeur durant la phase de diligence. Je suis complètement en ligne, philosophiquement pour nous, la prise de risque technologique elle est très mesurée, bien comprendre les technologies, sa maturité, sa capacité de déploiement à grande échelle, le risque réglementaire très clairement, pas forcément s'engager dans des PNI qui pourraient revoir rétroactivement le support de certains projets d'infrastructure. Et puis voilà, s'engager derrière des entreprises, des business models, des plans d'infrastructure où on a un grand confort sur leur plan de développement commercial pour retomber derrière sur un produit dont la performance devrait être assez stable et assez prévisible. En fonction de l'évolution aussi des taux d'intérêt, tester la résistance du cash flow, ça c'est un point essentiel. Justement, vous parliez de business model. On teste nos investissements très clairement sur différents scénarios d'évolution des taux, d'évolution des niveaux d'inflation. Après, on a la chance, c'est que généralement dans cette classe d'actifs, on a des entreprises qui ont un positionnement concurrentiel très important. Généralement, ce sont des industries qui sont plutôt soit avec des barrières d'entrée importantes, soit plutôt monopolistiques ou peu d'intervenants, donc la capacité à pouvoir reporter ou avoir du pricing power est forte, donc devraient protéger leur base de revenus. Et de l'autre côté, vous avez aussi souvent des revenus qui bénéficient d'une indexation totale ou partielle à l'inflation. D'accord. Si on en vient aux opportunités de développement des marchés, du private equity immobilier comme des infrastructures, on a dit, vous l'avez évoqué un petit peu tout à l'heure, sur l'évolution des cycles des différents marchés européens et donc des opportunités à saisir parce qu'en fait on arrive à un point où certains actifs sont particulièrement attractifs au niveau de la valeur. Oui, alors je vais me focaliser sur l'immobilier du coup, oui, puisque mes compétences en infrastructure sont beaucoup plus limitées. Donc l'immobilier aujourd'hui, nous on est convaincus. On est convaincus qu'on est sur un point d'entrée qui est plutôt bas. Et quand on prend en compte des points d'entrée entre 2024 et 2026, c'est vrai que c'est une fourchette relativement large, mais ça nous permet aussi de pouvoir diversifier ces points d'entrée et de pouvoir travailler aussi avec un certain nombre de jalons. On est en train de voir une accélération de la baisse des taux, une généralisation et une accélération de la baisse des taux qui devrait se poursuivre
dans les mois à venir, a priori, même si personne n'a de boule de cristal, et entraîner en fait déjà une stabilisation du marché immobilier et puis une reprise de ce marché-là. Ce qui veut dire aussi que, deux choses, les fonds sur lesquels on investit aujourd'hui, qui entrent, avec des gérants qui sont en mesure de racheter des portefeuilles en dessous du prix du marché, avec les taux actuels, vont pouvoir refinancer, puisqu'ils sont généralement endettés autour de 40-50%, vont pouvoir refinancer leurs dettes à taux plus bas dans les années à venir, dans les 2-3 années à venir, sachant qu'on est positionné sur des fonds sur 10 ans, et donc pouvoir derrière réajuster aussi leur TRI. C'est pour ça que les TRI qu'on présente aujourd'hui sont relativement conservateurs. C'est les TRI de nos partenaires, évidemment, nous on n'invente rien. Quand un fonds comme EQT, par exemple, puisqu'on en parlait tout à l'heure dans la logistique, a fait en moyenne sur tous ces anciens millésimes, sur du Core Plus, 23% sur l'immobilier logistique. Aujourd'hui, quand ils présentent leur fonds en 2024 entre 10 et 12%, on sait qu'ils sont conservateurs, on sait qu'ils anticipent aussi une reprise du marché, mais comme on dit en anglais, under promise and over deliver. Donc toujours en fait, voilà, ne pas vendre du rêve aux investisseurs. Nous, on est convaincus de ça, et il est aussi important de dédiaboliser l'immobilier avec de vraies alternatives aux SCPI, aux fonds plus traditionnels. Et donc nous, on y croit vraiment là-dedans. Donc c'est très important qu'on puisse mettre ça en place en donnant accès aux investisseurs retail à de la vraie performance, tout en alliant ça avec la sécurité. Et oui, il y a un risque, évidemment, mais aujourd'hui, le private equity immobilier, de la manière dont il est géré par ces boîtes, ces grandes boîtes internationales, est fait de sorte à ce qu'on ait une sécurisation la plus possible, en tout cas une performance la plus intéressante en tenant compte de la sécurité. Avec une double diversification finalement à la fois géographique et sectorielle. Géographique, sectorielle, ça c'est pour chaque gérant, et puis ensuite dans le fonds de fonds, on a une diversification qui est beaucoup plus large. Ouais. Et c'est pour ça aussi qu'on veut pouvoir investir de manière continue via ce fonds Evergreen, et même si on donne une liquidité, enfin on donne la possibilité d'avoir une liquidité à partir de la 5e année, ce qui n'est pas courant dans le monde de l'immobilier, il faut quand même qu'on se positionne systématiquement sur un horizon de 10 ans, pour pouvoir aussi bénéficier de la plus-value et de toute la création de valeur. Ok. Puis c'est vrai que sur les infrastructures, il y a une évolution réglementaire importante avec la seconde version de LTIF depuis début 2024. Ça, c'est une opportunité pour votre secteur? Oui, en fait, il y a eu pas mal d'élan au niveau de la réglementation pour pousser justement, notamment, non pas à coup d'avantages fiscaux à l'entrée, mais plutôt pour orienter l'épargne, de l'assurance vie, l'épargne longue, retraite, salariale, pour débloquer quelques points réglementaires au fur et à mesure depuis plus de 5 ans. Donc ça a commencé avec la loi croissance, etc. Donc, et aujourd'hui, en fait, on a un peu chaque année ou tous les 2 ans une poussée réglementaire qui favorise l'investissement dans le non-coté. LTIF 2, en fait, c'est un format finalement juridique qui peut ouvrir davantage, encore plus en France et en Europe, parce qu'il y a une dimension européenne importante. Les fonds, certaines stratégies de fonds qui adopteraient en fait le format à LTIF 2.0. À davantage de clients privés. Bien sûr, l'AMF veille au grain en faisant attention aux règles à l'intérieur de chacun des fonds. Ça, c'est un des défis importants, notamment au niveau des autorités, à bien agréer ou à autoriser les fonds sur le bon format pour les bons clients. Donc ça, c'est une opportunité parce qu'il va y avoir de plus en plus de fonds labellisés, en tout cas agréés sous le format LTIF 2. Qui vont arriver, donc vous entendrez parler de LTIF 2, je pense dans les prochains 6 mois, de manière un peu plus forte. Mais au-delà de ça, on a aussi la loi Industrie verte, qui invite, on ne va pas dire oblige, les assureurs, les mutuelles, à aller mettre du non-côté dans la gestion pilotée, etc. Donc ça crée un peu de débat. Nous, on y est favorable, naturellement. Donc ça c'est un point important aussi parce que progressivement il va y avoir dans la gestion pilotée du non-coté à entre 2 et 10%, 12%, je ne sais plus précisément, donc c'est applicable dès maintenant, en octobre. Donc ça aussi, ça a nécessité, au-delà en fait, pour les assureurs, au-delà des sujets très liés à l'assurance, en fait, au changement de système un peu informatique ou de type de fonds ou de type de gestion pilotée, à aussi sélectionner des offres en non-coté.
Et c'est vrai que la faveur en fait aujourd'hui que l'on observe, on a pas mal de discussions avec ces acteurs-là, c'est d'aller plutôt vers des formats evergreen parce que c'est plus facile, on référence un fonds avec une liquidité gérée au sein du véhicule ou via les fonds propres de l'assureur ou de l'habituel pour répondre un peu à cette exigence-là. Voilà. Ça c'est le cadre aujourd'hui. Dans 5 ans, il y aura d'autres évolutions, le marché évoluera peut-être. Il y aura plein de gérants qui ont lancé des fonds dans ce cadre-là qui sont peut-être déçus des collègues donc qui arrêteront. Donc le marché, dans 5 ans, il sera encore différent. Après, sur le marché, en termes de développement sur les infrastructures renouvelables, c'est vrai que, je m'arrête là, c'est qu'il y a une vraie tendance en Europe de fonds pour améliorer notre mix énergétique et décarboner. Cela, c'est très important. C'est un vrai défi, en fait, à la fois réglementaire, à la fois au niveau des États et de l'Europe. Donc nous, on profite, en fait, avec nos fonds de cette grande tendance de fonds. Vous vouliez ajouter un point, Nadim ? Oui, en fait, je voulais justement insister là-dessus. Le régulateur est en train de pousser de plus en plus avec Active 2, avec la loi Industrie verte, à la démocratisation de ce type de l'investissement de nos côtés, en le rendant accessible à des plus petits montants pour des investisseurs non professionnels. Donc ça, c'est un. Et deux, avec la loi Industrie verte, on voit en fait, déjà on commence avec 1% pour promouvoir et le non-coté et la rénovation énergétique de manière générale. Et on anticipe que ce n'est qu'une étape aujourd'hui et en fait le régulateur va pousser de plus en plus dans les 3, 4, 5 années à venir dans ce sens-là. Donc a priori, nous on prend le train en marche et on est ravis de voir que le régulateur se met dessus, donc c'est très important aussi à prendre en compte. D'accord. Nicolas, vous avez la même perception ? En effet. Le train en marche, le train avance vite, il s'est déjà passé beaucoup de choses, LTIF, LTIF 2, la démocratisation du no-côté, bénéfice du no-côté dans une allocation, cette décorrélation qu'elle apporte. Je pense que c'est vrai que pour les investisseurs, il y aura un très beau travail de s'éduquer, de s'intéresser dans leur sélection de sociétés de gestion, de bien regarder un peu le deal flow de ces sociétés de gestion, l'alignement de ce deal flow avec les véhicules proposés, de rentrer dans le détail de ces véhicules, comme fait un institutionnel ou via un intermédiaire qui travaille pour eux sur leur allocation. Oui, justement, parmi les défis à relever pour vos secteurs, Hussein, Nicolas mentionnait le terme de s'éduquer, enfin en tout cas d'éduquer les investisseurs. La pédagogie, ça demeure un des défis essentiels. Oui, on le voit en fait dans l'univers du non-côté. On est moins dans les stratégies que l'on connaît depuis 20 ans. Donc c'est avec le client privé et nous tous collectivement, on a cet effort de pédagogie pour expliquer un peu les choses, pour vraiment ouvrir le capot des fonds. Un peu comme les OPCVM, actions, obligations, matières premières ou autres, en fait l'univers on va dire des actifs privés il est aussi vaste en termes de stratégie, de spécialisation. Donc en fait on a le private equity, il y a plein de sous-segments, donc venture capital, capital risque, développement, etc. C'est la même chose dans la dette privée, c'est la même chose dans l'infrastructure, c'est la même chose dans l'immobilier. Donc en fait il y a une segmentation qui est extrêmement fine. Dans les OPCVM il y a 10 000 fonds, il y en a un peu moins au private equity des actifs privés. Mais à un moment donné il va falloir qu'on oriente en fait aussi collectivement les bons clients, les clients en fonction de leur capacité, de leur version en risque, vers les bons supports de nos côtés. Donc ouvrez le capot, ça c'est un vrai défi à relever. Regardons ce qu'il y a dedans collectivement, sans céder aux sirènes du trop marketing. Il y a aussi un aspect par rapport aux entreprises qui sont financées, l'innovation, les services à apporter aux entreprises financées, ça c'est un point aussi pour vous ? Oui, c'est un point important. Par exemple, nous, par rapport aux développeurs de projets qui nous présentent, on travaille avec 80 en Europe. Ce qu'ils apprécient côté Eiffel, ça fait plus de 12 ans qu'on fait ça, on est 25 gérants analystes sur cette partie-là, c'est qu'on est réactif, donc on apporte en fait quelque chose en plus en termes de mode de financement. Ces développeurs-là ont besoin de flexibilité parce qu'ils ont plein de projets en fait en ce moment à développer. Donc en fait, si on n'est pas rapide, si on n'a pas les bons services, si on n'est pas capable de répondre en temps et en heure, ça paraît basique, mais ça marche pas trop. C'est la même chose dans d'autres classes d'actifs en fait, du secteur aussi, mais d'autant plus en fait, par rapport à notre stratégie de financement en relais où il faut qu'on aille vite, qu'on analyse bien et rapidement, qu'on réponde vite aux développeurs pour sortir de terre en fait, ces projets d'infrastructure, parce que derrière ça va être refinancé par des pools bancaires ou des gros fonds d'infrastructure qui sont partis pour 10, 15, 20 ans pour refinancer la dette que l'on prête.
Et finalement, les besoins en infrastructure sont énormes, mais également un peu partout dans le monde, puisque vous développez à New York et à Abu Dhabi, ça c'est une expansion. Oui, on a ouvert un bureau à New York. Alors c'est très long avant de parler en fait à des investisseurs américains ou d'investisseurs. Il faut déjà être agréé, donc ça prend 2 ans. Voilà. Et on se développe, on commence à se développer ailleurs, autre qu'en Europe, où on a déjà quelques bureaux. Donc Abu Dhabi, New York, on verra ensuite la suite. D'accord. Nicolas, sur les opérations, justement, elles sont de plus en plus importantes en termes de taille. Ça, c'est un défi pour pouvoir garder une certaine emprise, enfin important dans les opérations. La taille est en effet très importante dans les investissements en infrastructure. Les projets sont de plus en plus gros. Quand j'ai commencé il y a une dizaine d'années sur le renouvelable, on parlait de petits champs de solaire, d'éolien. Maintenant, on parle de plateformes dans un pays, dans plusieurs régions. Donc forcément, les besoins de capitaux pour supporter le développement de ces plateformes sont de plus en plus importants. Les tours de capitaux sont de plus en plus fréquents. Donc derrière, voilà, l'importance d'avoir un modèle où on est capable d'amener des capitaux avec une grande certitude est clé pour se voir déployer dans de bonnes conditions. Et c'est là où en fait le business model qu'on a mis en place avec le groupe Generali, où on est une filiale complètement indépendante du groupe dans notre prise de décision, mais on bénéficie du soutien du groupe Generali, qui est un investisseur important dans nos fonds, fait que on a cette échelle dans les fonds, on a cette capacité de déployer, d'incuber des deals avant de se tourner vers des investisseurs tiers et leur dire voilà, ça va prendre cette forme, c'est ce qu'on va faire. Et derrière, voilà, on exécute des investissements en dette entre 100 et 350 millions d'euros en fonction de la taille des projets, ce qui nous permet d'être soit un acteur en bilatéral, soit d'être le lead d'un small club deal, c'est un petit groupe d'investisseurs sur lequel on prendra une grande partie de l'initiative de la structuration du deal. Et derrière, on le fait au bénéfice de nos investisseurs en structurant, en négociant des termes en leur faveur. Avez-vous parti à votre question, j'ai oublié, c'était ? Non, c'était sur justement les opérations qui sont de taille de plus en plus importante, donc finalement la nécessité de lever des fonds régulièrement pour ne pas être dilué dans les opérations aussi. Oui, exactement. Par contre, il y avait un truc sur lequel je voulais revenir, c'est qu'on a parlé d'éducation. Et quelque chose qui, pour moi, je trouvais vraiment important quand on rentre dans le marché du non-coté, c'est la patience. C'est la patience et c'est regarder cette performance, la valeur ajoutée de nos investissements pour nos sociétés respectives. Elle vient dans le temps, elle ne peut pas s'attendre sur un horizon calendaire comme beaucoup peuvent regarder avec les marchés cotés. Il faut se remettre dans ce cycle d'investissement, dans le projet sous-jacent, et la valeur ajoutée, elle viendra au fur et à mesure. Mais il ne faut surtout pas l'attendre sur ce rythme trimestriel, calendaire. Sinon, il y a un décalage assez important avec les philosophies d'investissement dans nos côtés. Et je pense que ça fait vraiment partie de cet effort d'éducation, de prendre du recul, de comprendre avec qui on travaille, là où ils investissent, et savoir apprécier ça dans le temps. Alors justement, on a dit qu'il y a aussi des efforts à ce niveau-là, sur le plan pédagogie, éducation et puis vision long terme. Bon, je vais éviter de répéter ce qui a déjà été dit, puisque je suis complètement d'accord sur les efforts d'éducation, de pédagogie, que ce soit avec les investisseurs finaux, avec les partenaires. La classe d'actifs du private equity immobilier n'est pas encore assez répandue, assez connue. Donc il y a aussi un travail à faire là-dessus, on est là aussi pour ça, pour faire connaître le private equity à l'ensemble des CGP, des family office qu'on peut rencontrer sur ce salon. Donc nous, notre objectif, c'est de simplifier le message de nos partenaires des sociétés de gestion avec lesquelles on travaille, des messages qui sont souvent en anglais, avec des centaines de pages, qu'on va du coup nous-mêmes digérer et puis rendre ça le plus digeste possible et le plus accessible possible à des investisseurs, on va dire, un peu moins habitués à ce type d'investissement. Donc il y a beaucoup de travail qui est fait en interne de notre côté. On a une équipe aujourd'hui pour le faire. Je pense qu'il faut systématiquement aussi mettre ça en place, tout en ne mettant pas tous les éléments de risque liés à ça, qui sont aussi très importants à prendre en compte quand on envisage des investissements, que ce soit dans l'infrastructure, l'immobilier ou dans nos côtés de manière générale. Ok, bah écoutez, merci à vous, merci pour vos interventions. Merci. Alors, si vous avez des questions, Une question sur la liquidité. Oui. On a du Generali de produits, 3,8 millions dont on en est content. Aujourd'hui, la liquidité est assurée par Generali. Qu'est-ce qu'elle sera dans le futur? Et pour les deux autres interlocuteurs, comment gérez-vous maintenant et dans le futur la liquidité?
Oui, alors à ce jour, c'est vrai que c'est une bonne question. La liquidité est complètement assurée par le groupe Generali, ça le sera dans le futur. Les conditions de liquidité, je ne peux pas parler à leur place. Pour moi, elles sont ce qu'elles sont. À eux de. Voilà. Aujourd'hui, c'est liquide du jour au lendemain. Chez d'autres produits. Non, c'est tous les 15 jours sur la valorisation. Mais c'est très liquide. Mais un rachat peut se faire en 72 heures avec cotation, etc. Donc il n'y a pas de contrainte sur la liquidité, sur la valorisation qui est bimensuelle. En effet. Est-ce qu'il y a une réflexion sur cette évolution par rapport aux problèmes qu'on a eu en immobilier et en liquidité pour vous, pour Generali Infrastructure? Ça laisse vraiment pas insensible, mais je les laisserai répondre à la question. Aujourd'hui, ils n'ont pas communiqué et ils le feront en temps certain. D'accord. Quand même, ça revient aussi sur le point de, on est sur le non-côté, on rentre quand même sur du long terme, et c'est une opportunité assez incroyable que le groupe Generali a offert de pouvoir voir ces fenêtres de liquidité aussi fréquentes. Il faut savoir comprendre le sous-jacent et savoir l'accepter, et on ne s'engage pas quand même sur 2-3 mois quand on fait ce type d'investissement. Je ne suis pas Generali, mais je ne pense pas que la liquidité va rester telle quelle dans le futur. C'est moi qui le dis en tant que CGP. Désolé. Lucien, peut-être sur les infrastructures. Alors en fait, sur les il y a un peu plusieurs réponses effectivement. En fait, le seul sujet qu'on a lorsqu'on essaie de référencer le fonds, c'est que la liquidité. C'est pas les 200-300 virgules qu'on trouve dans le règlement qu'il faut changer, etc. C'est que la liquidité. Il n'y a que ce point-là en fait qui compte. On en a parlé avec beaucoup d'assureurs et de mutuelles sur le marché. C'est vraiment le seul point. Alors, il y a des assureurs qui assurent la liquidité plus facilement sur les actifs non cotés, qui ont beaucoup fait pour l'immobilier, qui sont un peu plus frileux en ce moment. Mais il y en a qui le font. Et sur du private equity aussi. Oui, sur du private equity, là je raisonne vraiment globalement de mon côté. Là où vous avez raison en fait, c'est que dans l'avenir, avec notamment ELTIF, ça va un peu évoluer. Il va y avoir, je pense, de plus en plus de fonds qui vont assurer eux-mêmes leur propre liquidité, qui sera partielle, donc c'est des formats de fonds qu'on voit un peu semi-liquides. Avec des poches de liquidité Exactement, avec des poches de liquidité plus importantes. Alors ça crée la frustration pour les gérants, notamment pour nous, on n'en a pas encore comme ça, c'est 95% maximum de mon côté, donc le fonds. Et il y a une lettre de liquidité, c'est l'assureur en fait qui signe cette lettre d'illiquidité plutôt, où il s'engage à ne pas racheter plus de 5% de son engagement sur un an glissant. Donc cette dette elle est exigée par l'AMF sur des formats de fonds purs evergreen avec maximum 95% de mon côté. En réalité, on sera plutôt entre 10 et 20. Et le TIF, là, il faut qu'on soit certainement aux alentours de 20%, voire plus, en assurant au niveau du véhicule sa propre semi-liquidité. Donc ça ne sera jamais parfait pour les clients, donc attention à avoir un réseau plutôt long, etc. Ensuite, si je presse un peu pour notre paroisse sur notre avantage aujourd'hui sur l'infrastructure, c'est qu'on est sur des maturités obligataires de 2 ans et demi en moyenne. Donc en fait, le portefeuille tourne régulièrement. Ce qui fait que si à un moment donné, un assureur, une mutuelle ou autre a besoin d'un peu plus que les 5%, le fonds, s'il peut se le permettre, il pourra assurer davantage. Et c'est grâce à cette maturité plutôt, on va dire, courte et moyenne, qu'on arrive à rassurer les assureurs et fournir cette liquidité. Il suffira d'investir moins et assurer plus. Alors, ça sera pas immédiat. Mais aujourd'hui, à l'instant T, il n'y a que des assureurs ou des mutuelles qui assurent la liquidité sur le véhicule. Ils doivent l'assurer aux clients, donc ils le prennent sur leurs bilans, etc. Donc effectivement, je pense que ça va évoluer dans les 2-3 prochaines années des formats de fonds qui vont évoluer un peu autour de ça. Donc aujourd'hui, par contre, on ne s'occupe pas de la liquidité, on gère nos fonds avec leur rendement qui va avec, en co-investissement. Alors, oui, donc très, très rapidement, donc, sur les feeders, on n'assure pas la liquidité. Quand on investit dans le fonds, généralement sur des horizons 8 ans ou 10 ans avec 2 fois une année potentiellement reconductible. Et on est très clair là-dessus. Ensuite, comme dans le private equity de manière générale, il y a des ventes d'actifs qui se font tout au long de la vie du fonds, donc ils vont venir rembourser une partie du capital déjà investi. Ensuite, pour le fonds de fonds, justement, je pense que ça rejoint beaucoup de ce qui a été dit ici par Hossein. Nous avons nous-mêmes structuré ce fonds-là. Et donc, on a choisi de mettre en place de la liquidité, non pas pour proposer un fonds immobilier sur 5 ans, parce que ça n'aurait aucun sens. Au niveau des performances, on serait très mauvais, probablement tout juste sorti de la courbe en J. Mais on le fait pour pouvoir assurer d'une certaine manière à certains clients la possibilité de sortir en cas de besoin. On a tous, vous en tant que CGP aussi, vous avez des clients qui à un moment donné, dans le cadre de leur vie, vont avoir des événements auxquels ils ne s'attendent pas.
Donc l'objectif, c'est de pouvoir sortir et ne pas être bloqué. Alors nous, on a une poche de liquidité, c'est des sorties annuelles. Donc on ne le fait pas de manière justement pour protéger l'ensemble des investisseurs. On aimerait ne pas le faire ou le faire le moins possible. Et c'est aussi pour ça qu'on table sur une performance, un TRI du fonds autour de 10%, là où les fonds sur lesquels on investit sont au-dessus, ont des performances au-dessus, puisque justement il y a une poche de liquidité qui ne sera pas ou peu investie, en tout cas qui sera peut-être investie les 5 premières années, mais qui au fur et à mesure ne sera pas investie et qui va venir ponctionner la performance globale. C'est vrai qu'il y a un effet de taille, par exemple, dans le fonds institutionnel qui vise 1 milliard d'euros, c'est la troisième génération. En fait, lui, il est sur un format, par exemple, strict, il n'y a pas de liquidité. Donc on est sur un fonds de 8 ans, 10 ans, en fait. Mais c'est différent pour les clients privés, il faut apporter une petite innovation, en fait, pour lui. On peut prendre une autre question, monsieur, vous avez une autre question? Oui, en fait, moi j'avais une question sur les moteurs de performance que vous nous indiquiez dans le domaine des infrastructures. J'ai bien compris qu'on est sur des revenus stables. J'imagine que ce sont des revenus qui sont indexés par rapport à des marchés qui sont eux-mêmes, complètement ouverts, ou peut-être pas, est-ce qu'ils sont réglementés ou pas. Donc les questions que j'ai, c'est les revenus qui sont distribués, qu'est-ce que vous en faites? C'est la première question. Deuxième question, c'est quoi la stratégie de cession au terme? Qui achète? Dans quelles conditions? Est-ce que c'est défini au départ ou alors on verra dans 10 ans? Ça dépend, je peux peut-être commencer. Donc les revenus, vous parlez d'indexation, c'est une indexation sur l'inflation parce que souvent on intervient sur des marchés qui sont réglementés. On peut penser au marché de l'énergie. Par exemple, où ce sont des marchés où les revenus sont contractés sur certaines périodes. Donc c'est ce qui donne cette visibilité, c'est ce qui donne quelque part cette stabilité des revenus futurs. C'est ce qu'on va aller chercher sur des investissements infrastructures core. Quand on rentre dans un projet, est-ce qu'on pense à l'exit? Oui, on commence à envisager l'exit, à avoir différentes options d'exit pour minimiser ce risque de sortie et différents scénarios sur le pricing de sortie qui se reflètera sur le TRI qu'on espère réaliser dans l'investissement avec un minimum à atteindre. Donc il y a différentes options et à vrai dire c'est la beauté des marchés privés qui se développent de plus en plus, c'est que ces options se multiplient, il y a des fonds qui peuvent racheter, il y a ce marché secondaire qui se développe. On pourrait penser il y a longtemps, peut-être un peu moins fréquent maintenant, de faire des IPO en marché public, mais il y a des industriels qui peuvent avoir un intérêt de revenir dans certains secteurs. On peut penser aux renouvelables parce qu'ils sont en retard dans le plan de renouvelables. Donc les options de sortie, je trouve qu'avec le développement de marché privé se sont multipliées et nous offrent une minimisation de ce risque, indépendamment peut-être de conditions de marché qui peuvent évoluer. Voilà. Donc c'est toujours aussi avoir le temps et cette flexibilité de ne pas être forcé de sortir. C'est quand on est forcé de réaliser quelque chose dans un certain laps de temps où quelque part des accidents peuvent se produire. Oui, les conditions ne sont pas les meilleures. Donc il n'y a pas de pacte d'actionnaires sur les conditions de sortie à terme. Nous sur la tête, en fait, non. Parce que c'est du prêt, en fait, tout simplement. Sur l'equity, c'est différent. Sur l'equity, ça sera différent, oui. Après, ça dépend de son positionnement à l'actionnariat. Nous, on est plutôt à chercher une position majoritaire ou minoritaire avec des droits de contrôle importants. Donc, chacun est un peu différent. C'est un peu difficile de généraliser. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'à chaque fois qu'on rentre, un due deal et qu'on rentre en investissement, ça rentre dans le cadre d'un fonds. Ça rentre dans un fonds qui a une fenêtre. Cette fenêtre est de l'ordre de 10 ans. L'investissement se fera sur 5 à 8 ans. Et donc, oui, on travaille sur quelles seront les possibilités de sortie, qui pourront être ces acteurs. Et c'est quelque chose qu'on a déjà en tête quand on rentre. Ce n'est pas quelque chose sur lequel on découvre à la dernière minute parce que ça se travaille, que les fenêtres, les cycles de marché sont là. Et on ne peut pas se retrouver dans un corner au moment de devoir l'exécuter. Ok, écoutez, merci. Vous vouliez une dernière question, une toute dernière alors. Une toute dernière. Avantage, inconvénient, private equity immobilier par rapport à la SCPI. Parce que souvent, les clients se profitent d'immobilier dans leur portefeuille. Il n'y a pas d'inconvénient. Non, alors. Alors, on est sur une classe d'actifs. Alors, je vais essayer de comparer, généraliser les SCPI, donc en m'excusant par avance pour celles qui réussissent quand même à s'en sortir, à sortir un peu du lot, notamment sur ces 2-3 dernières années. L'intérêt en fait du private equity, on peut le voir de deux manières, immobilier, hein, on peut le voir de deux manières vis-à-vis des SCPI. C'est soit pour devenir une alternative
ou un produit complémentaire. Sur les fonds qu'on propose, on a certains fonds qui distribuent, d'autres qui ne distribuent pas. Le fonds EQT par exemple, qui se positionne sur un TRI entre 10 et 12% sur des Core Plus. Donc qui dit Core Plus dit acquisition dans des emplacements prime, généralement 90-95% déjà loués, où ils vont retravailler le locataire, le bien, etc. Ils distribuent à partir de la deuxième ou la troisième année un rendement entre 6 et 7%. Donc on est déjà sur des performances plus élevées, je commence par la performance, sur des performances plus élevées que ce que distribuent les SCPI, avec un TRI final bien plus élevé. En termes de frais, on n'en parle pas. Aujourd'hui, nous, justement, on a mis en place une structure de frais qui est quand même relativement maîtrisée, afin de protéger la performance des investisseurs finaux et faire en sorte qu'ils aient une performance qui soit la plus proche possible des investisseurs institutionnels auprès desquels ils ont investi, via nous. Les SCPI, en tout cas les SCPI françaises, sont généralement investies. C'est des SCPI qui ont commencé à investir il y a déjà un certain nombre d'années, donc sur un marché immobilier qui était déjà assez haut, qui a baissé depuis, donc avec des performances qui ont été impactées, et qui est positionné sur le marché géographique français principalement. L'avantage de ces acteurs-là, c'est qu'ils sont très diversifiés. On est sur des fonds qui se lancent aujourd'hui, demain, après-demain, donc qui vont profiter de cette baisse du marché immobilier pour pouvoir avoir les meilleures opportunités là-dessus. Et qui dit diversification au niveau géographique, demain, il y a un problème au niveau politique en France, comme on a pu avoir un peu une instabilité là ces derniers mois. Demain, il n'est plus intéressant d'investir sur le marché français. Un EQT, un BlackRock qui avait prévu de mettre 20, 30, 40% de leur allocation sur le marché français, change de stratégie et va réajuster cette allocation sur le marché du Royaume-Uni, sur les pays nordiques, sur l'Espagne, etc., etc. Donc ils ont cette capacité en fait à s'adapter. Ils ont des équipes, ils ont des centaines de personnes implantées partout en Europe, très positionnées vraiment de manière très localisée, avec un réseau très large. Et quand on parle de ce type d'acteurs, on parle de... Je ne parle pas de BlackRock ou d'EQT de manière générale, parce que c'est des mastodontes qui pèsent plusieurs centaines de milliards d'euros, mais rien que la partie immobilière, aujourd'hui, serait plus grosse que tout acteur français. Donc, on n'est pas sur le même niveau en termes de prestations, en termes de track record, en termes de positionnement, et selon moi aussi en termes de risque. Même si on a tendance à dire que le private equity est plus risqué, et je ne dis pas ça parce que je suis en train de défendre ce sur quoi on investit, mais c'est parce que j'y crois réellement, et parce que j'ai vu le professionnalisme et la manière qu'ont ces fonds et les gérants de ces fonds de travailler. Et c'est très différent de ce qu'on peut avoir ici. Ok, merci beaucoup. Merci.